Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord d'avoir répondu présent à cette invitation, évidemment dans un cadre assez exceptionnel. Depuis le début de l'année, on tente de s'adapter au niveau des formats. On sait que vous êtes évidemment très sollicité, donc ça nous fait vraiment plaisir de vous avoir avec nous ce matin. On est là évidemment pour vous présenter les résultats de l'Observatoire CTLM de l'automobile 2021, une étude internationale à réaliser dans 15 pays à travers le monde par l'Observatoire CTLM. Je le rappelle, une filiale de BNP Paribas Personal Finance. Évidemment, c'est un des rendez-vous de l'automobile, du secteur de l'industrie, pardon, du secteur de l'automobile chaque année. Je vais peut-être, sans tarder, donner la parole à Flavien Neuvy, que nombreux d'entre vous connaissent, directeur de l'Observatoire CTLM, pour revenir peut-être en deux mots sur évidemment le travail en tant que tel et bien sûr les résultats du sondage de cette année. Oui, bonjour à tous. Merci Arthur. Merci à vous toutes et tous de votre présence ce matin dans ce format. Bon, on commence à s'y habituer un petit peu, d'avoir ces conférences par visio. On aurait préféré évidemment être en présentiel, mais ce n'était pas possible et ce n'était pas du tout souhaitable. Donc voilà, on est réunis ce matin pour que je puisse vous présenter l'édition 2021 de l'Observatoire CTLM de l'automobile. Je voudrais d'abord commencer par quelques mots de méthodologie, puisque vous le savez, lorsque nous réalisons ces études, c'est très important de vous préciser quelles sont les méthodologies. Peut-être un mot rapide pour rappeler, même si beaucoup d'entre vous le savent, mais ce qu'est l'Observatoire CTLM. En fait, là, je vais vous présenter la 37e édition de l'Observatoire CTLM de l'automobile, puisqu'il a été créé en 1985. L'Observatoire CTLM, c'est une cellule d'études et de veille économique de BNP Paribas Personal Finance. Et donc, on fait plusieurs études chaque année. On a deux grandes études, une sur la consommation des ménages en Europe et puis une autre sur l'automobile qui s'élargit maintenant au fil du temps aussi au sujet de mobilité. Et pour réaliser toutes ces études, on interroge chaque année des dizaines et des dizaines de milliers de personnes un peu partout dans le monde, puisque l'étude d'aujourd'hui, c'est une étude mondiale. Il y a 15 pays dans le périmètre de l'étude. Et donc, on fait ça maintenant depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai qu'au fil du temps, on a constitué finalement des données et on essaie d'observer, notre raison d'être, c'est d'observer, de comprendre les évolutions sur la consommation des ménages et sur les évolutions sur la mobilité. Et puis on essaye aussi, même si c'est difficile évidemment, de faire un peu de prévision, d'essayer d'anticiper un peu les grandes tendances. Et c'est pour ça que dans l'étude que je vais vous présenter dans quelques instants, il y aura une partie sur les prévisions de marché, puisque nous faisons aussi des prévisions de marché, notamment pour l'industrie auto. Et donc voilà, donc ce sont des études qui sont très complètes. Alors juste un dernier point sur la méthodologie et sur ce qu'est l'Observatoire CTM. Il y a un de vos confrères que j'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps qui me demandait mais quel est le modèle économique de l'Observatoire CTLM. Il n'y en a pas en fait, c'est-à-dire que ce sont des études qui sont complètement financées par l'entreprise, par BNP Paribas Personal Finance, et elles ne sont pas payantes, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles sur le site internet de l'Observatoire CTLM. On y tient beaucoup, on veut qu'elles restent complètement accessibles, notamment pour les étudiants. Souvent, ils téléchargent les données que l'on a, les données Excel, et c'est pour nous très important de laisser ces études le plus accessibles possible. Pour la méthodologie de l'étude que je vais vous présenter aujourd'hui, comme je vous le disais, on a interrogé beaucoup de monde, 10 000 personnes dans 15 pays. Vous avez les différents pays qui sont ici. Ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on a les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne, les principaux pays d'Europe, en gros, on couvre 70% du marché mondial automobile. Donc voilà, donc c'est une étude qui est très complète. On a travaillé avec Harris Interactive pour réaliser ces terrains d'enquête, et puis également avec le cabinet d'études Seaway, qui est un spécialiste du marketing d'anticipation. Je voudrais les remercier d'ailleurs pour leur participation à cette étude. Il y a Eric Champarneau de Seaway qui est avec nous et qui pourra éventuellement répondre à des questions s'il y a des questions spécifiques sur lesquelles il pourrait apporter un éclairage complémentaire. Et puis également les équipes d'Harris Interactive. Je crois qu'il y a Jean-Daniel Lévy et Magali Gérard qui sont également avec nous, qui pourront éventuellement répondre aussi s'il y a des questions sur la méthodologie de l'étude. Et puis remercier aussi, c'est la période des remerciements, remercier aussi Rumeur Publique qui assure la bonne réalisation de cette diffusion. Alors, ma présentation d'aujourd'hui va se composer de 4 grandes parties. Je vais essayer de ne pas être trop long pour laisser la place à l'échange après. Une première partie dans laquelle je reviendrai sur les chiffres du marché. C'est très important parce que cette année 2020 est très particulière. Et puis, je vous donnerai nos prévisions pour 2021. Et puis après, on rentrera dans le cœur de l'étude. C'est-à-dire qu'on fera d'abord un focus sur la pression que subit l'auto, ou les pressions, puisqu'il y a plusieurs types de pressions, mais c'est vrai que l'industrie automobile est soumise à de fortes pressions. Ensuite, on regardera comment perçoivent les automobilistes leur relation avec la voiture d'une façon générale. On a appelé
ce chapitre, une relation dont on ne peut pas se passer, vous le verrez, c'est pour ça aussi que le titre, c'est le divorce impossible, point d'interrogation. Et puis enfin, dernière partie de ma présentation de ce matin, une union qui se réinvente, vous le verrez, comment les automobilistes, comment les citoyens d'une façon générale imaginent le monde de l'auto, le monde de demain. Les choses bougent vite, peut-être un peu plus vite qu'on l'avait anticipé au départ. Allez, je vous propose donc de démarrer avec les chiffres du marché, avec un effondrement historique du marché. On va tout de suite aller sur les chiffres au niveau mondial, avec cette courbe que vous allez voir, voilà, que vous voyez maintenant. J'aime bien, moi, reprendre les chiffres sur 20 ans parce que ça donne un peu de profondeur historique. Alors, on ne remonte pas sur 50 ans, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt, mais je trouve que c'est intéressant de prendre un peu de hauteur par rapport aux chiffres annuels que l'on a, et en particulier cette année 2020 qui est si particulière. Vous voyez qu'au début des années 2000, on était sous les 60 millions de véhicules neufs immatriculés dans le monde. Alors je précise, ce sont les véhicules légers, c'est-à-dire que ça prend les VUL et les VPN. On voit bien l'impact de la crise financière de 2008, puisque à ce moment-là, les ventes avaient plongé pour reculer à peu près à 62 millions d'unités. Et puis après, on a eu ces 10 années, une décennie d'or pour l'industrie auto, avec une croissance ininterrompue, au fond de 2009, le point bas, jusqu'à 2019, une croissance de quasiment 50% des volumes dans le monde, ce qui fait que les constructeurs ont pu bénéficier finalement d'une croissance assez exceptionnelle pour une industrie lourde comme peut l'être l'industrie automobile. Ça a été une décennie d'or en quelque sorte, avant que les choses commencent à se compliquer, notamment sur le plan réglementaire, j'y reviendrai tout à l'heure, et puis aussi bien sûr l'impact de la crise sanitaire que vous avez dans les chiffres que vous voyez aujourd'hui. On anticipe un recul de l'ordre de 17% des immatriculations au niveau mondial, et un rebond l'année prochaine. C'est la première info que je vous donne ce matin sur notre prévision 2021 au niveau mondial. On anticipe un rebond de 11%. Donc, ce qui veut dire que l'année 2021 on n'aura pas retrouvé les niveaux d'avant-crise. Alors, je le précise quand même parce que je souhaite être très prudent dans les prévisions. Quand vous avez un modèle de prévision, évidemment, vous rentrez beaucoup de données dedans, plein de chiffres, plein de le tableau que vous avez sous les yeux, on voit que les choses sont assez homogènes en Europe, c'est-à-dire que vous avez une Europe qui devrait reculer de l'ordre de 29% si on prend l'Europe élargie, et si on prend les 12 principaux pays que vous avez sous les yeux, 28%, ce qui veut dire qu'on voit bien que l'impact de la crise sanitaire a été très puissant en Europe. Je précise quand même un point, c'est que l'industrie auto a été fortement impactée par la crise sanitaire, plus en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, ou qu'en Chine, j'y reviendrai, mais que c'est un secteur qui a été durement touché, pas le plus touché, hein, parce que si on prend le secteur du transport aérien, on est sur des reculs de l'ordre de 60%, et puis vous avez d'autres secteurs qui n'ont pas été touchés ou très peu par la crise. Mais l'industrie automobile, si vous voulez, a ceci de particulier, et notamment en Europe, et particulièrement pour la France, comme on a deux constructeurs de taille mondiale, forcément ça a des impacts économiques très puissants et très importants, ce qui fait que quand on revient à 1 600 000 ventes cette année sur le véhicule particulier neuf, on reviendrait 40 ans ou 50 ans en arrière, 40 ans en arrière, au milieu des années 70. Donc on est dans un recul historique du marché, et on voit bien que les autres pays s'en sortent un peu mieux, en tout cas les autres zones géographiques. Je laisse la Turquie de côté parce que c'est vraiment un pays tout à fait à part, compte tenu de la crise économique que la Turquie a traversée ces dernières années, un marché qui s'était effondré avant même la crise du coronavirus. Mais on voit par exemple que la Chine a très très bien résisté sur le plan des immatriculations, ce qui fait qu'au global, ben voilà, on attend un recul de 17%. Pour 2021, nos prévisions pour la France, alors pour le monde, je vous ai donné nos prévisions, mais pour le marché français, vous le voyez, on anticipe un rebond de 19% à 1,9 million d'unités. Là aussi, j'ai repris les immatriculations VPN sur 20 ans. Alors, vous voyez, la courbe, elle est
elle s'enroule autour des 2 millions d'unités. Si on fait la moyenne de tout ça, c'est 2 millions. C'est-à-dire qu'en rythme de croisière, sans crise majeure et sans croissance euphorique, on est sur un marché mature qui en gros fait 2 millions d'unités par an. Donc quand on est un petit peu au-dessus, on est un peu en sur-régime. C'était le cas notamment en 2019. On était un petit peu au-dessus du rythme de croisière du marché français. Et quand on est en dessous, on est en sous-régime. Alors, vous voyez que la France, par rapport à la crise de 2008 dont je vous parlais tout à l'heure, avec la prime à la casse, on n'a pas eu l'impact de la crise financière en 2008 ou 2009, mais on l'a eu un petit peu après, en 2012-2013. Et après, on a eu le rebond qui a fait que les immatriculations sont allées chercher les 2 200 000 unités en 2019. 1,9 million en 2021. On n'aura pas rattrapé le retard non plus en 2022. Alors, il est trop tôt pour faire les prévisions 2022, mais on peut penser raisonnablement que de toute façon, notre marché hexagonal ne retrouvera pas ses niveaux d'avant-crise avant 2023. Et là encore, je mets toutes les précautions nécessaires parce que tout cela est évidemment extrêmement dépendant de l'évolution de la crise sanitaire. Sur le slide suivant, je vous ai mis l'évolution des ventes, de la structure des ventes, entre d'un côté les sociétés, part de vente aux sociétés, et de l'autre côté la part de vente aux ménages. Alors un léger rebond des ventes aux ménages, vous voyez 48% cette année, les immatriculations seront faites aux ménages alors qu'on était à 45% l'an dernier. Là aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir que tendanciellement, en dehors de 2009, où on a eu l'effet prime à la casse qui a boosté les ventes aux particuliers, on voit quand même qu'il y a une érosion progressive mais régulière des ventes aux particuliers. Les ménages achètent de moins en moins de voitures. Et quand on regarde la structure des ventes un peu plus dans le détail du côté des sociétés, on voit que cette année, ce sont les loueurs courte durée qui ont vraiment arrêté d'acheter des voitures neuves. C'est un canal de vente assez important. Globalement, il recule de 50% cette année. Donc, chez les LCD, évidemment, avec la crise sanitaire, il y a eu un arrêt des achats de véhicules neufs. Les ventes aux particuliers, elles, cette année, elles vont reculer d'environ 21-22%, peut-être 21%, ce qui veut dire qu'elles auront mieux résisté que le marché. C'est ce qui explique pourquoi la part des ventes aux particuliers augmente un peu. Après, il y a une deuxième grille de lecture que l'on a sur le slide suivant, que moi j'aime bien, parce que lui aussi, il donne un éclairage complémentaire sur la réalité, la dynamique des ventes aux ménages. C'est le taux d'achat des ménages, c'est-à-dire combien y a-t-il de ménages qui achètent un véhicule neuf ramené au nombre total de ménages en France. Vous le voyez, on devrait être cette année à 2,5% de ménages acheteurs, 3,3% l'an dernier. Et quand on regarde en 2009, au pic de ces 10 dernières années, on était à 6%. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le 6%, il s'explique par le fait qu'il y avait la prime à la casse qui avait vraiment dopé les ventes aux particuliers. Mais si on revient un peu plus loin encore, si on revient au début des années 90, on était à 7% régulièrement. C'est-à-dire que là aussi, c'est un autre indicateur qui montre à quel point, au fond, les ménages gardent de plus en plus longtemps leur voiture et hésitent finalement avant de changer de véhicule. Il faut dire que c'est un investissement qui est extrêmement coûteux, extrêmement important et impliquant sur le plan financier. Et donc, on a des ménages qui se tournent plutôt vers le marché de l'occasion. Avant justement de parler du marché de l'occasion, je vous propose de regarder l'évolution des ventes avec le mix énergétique pour les véhicules particuliers neufs pour cette année. Là aussi, on est revenu quelques années en arrière. Alors, je ne suis pas revenu 20 ans en arrière, mais on a repris les 6 dernières années. Là aussi, vous voyez que cette année 2020 a été une année très particulière, avec une accélération très forte des ventes de voitures électrifiées. Quand on prend hybride plus électrique, voilà, 20% des ventes. Cette année, on va dépasser les 300 000 ventes au total de véhicules électrifiés. On s'attendait évidemment à ce qu'il y ait un sursaut des ventes, notamment de 100% électriques, avec les règles qui, au 1er janvier de cette année, ont évolué et qui rendent donc les contraintes pour les constructeurs beaucoup plus fortes, notamment en matière d'émissions de CO2, vous le savez, et puis ces contraintes qui vont s'alourdir encore, s'accentuer au fil des prochaines années. Mais je pense qu'on peut dire que tout le monde a été un peu surpris par l'ampleur, finalement, de l'augmentation de ces ventes-là. Là, fin novembre, de mémoire, on était à 90 000 véhicules électriques. Je parle bien du 100% électrique vendu. C'est tout à fait considérable. C'est nettement supérieur aux anticipations. Et cela se fait au détriment du diesel, bien sûr, mais aussi et surtout, j'ai presque envie de dire, au détriment des véhicules essence. On voit que les lignes sont en train de bouger de ce point de vue-là. J'en reparlerai tout à l'heure en fin de présentation. Un dernier mot sur cette première partie pour évoquer le marché du VO. Le marché du VO qui est très, très atypique cette année en France. Un marché du VO qui a très bien résisté.
Vous le voyez, à fin novembre, on était à moins 4,3 sur le mois de novembre, et donc moins 4,6 au cumul des 11 premiers mois de l'année. Ce qui est intéressant, au-delà de regarder le marché du VO dans son ensemble, c'est de regarder la structure des ventes par tranche d'âge. Et vous voyez que les VO les plus anciens progressent, c'est-à-dire que les VO de plus de 15 ans, 1 million de ventes cette année, représentent 21% du marché. C'est tout à fait significatif. Ce sont là, bien sûr, des ventes qui se font de particulier à particulier. Mais vous voyez quand même que les ventes de véhicules très récents, eux, ont baissé plus fortement, moins 12,5 sur les moins de 1 an. Alors quand même, il faut le rappeler, alors ça baisse moins que le véhicule neuf, que c'est un canal qui est essentiellement capté là, sur le moins de 1 an par les professionnels et les concessionnaires auto. Je ne sais pas si vous vous souvenez, oui, vous vous en souvenez certainement, c'est qu'au mois de juin, quand le plan de relance a été annoncé à l'issue du premier confinement, l'objectif c'était de permettre aux distributeurs d'écouler les stocks importants qu'ils avaient sur leur parc. Et on peut penser qu'effectivement, ce qui explique la moindre baisse du VO récent par rapport aux véhicules neufs, c'est que les concessionnaires auto ont eu pour priorité d'écouler leurs stocks, notamment les stocks de VO récents, quasiment immatriculés sur parc. C'est ce qui explique au moins en partie la bonne résistance du VO cette année. Puis dernier point, la prévision 2021 sur le VO, vous voyez que normalement l'année prochaine, on devrait avoir quasiment effacé l'impact coronavirus, c'est-à-dire que non seulement la baisse a été plus faible en 2020 sur le VO que sur le VN, mais en plus on anticipe un rebond des ventes qui devrait remettre le marché du VO au niveau de 2019. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, encore une fois, pour tous les acteurs qui dépendent beaucoup du VO pour leur rentabilité. Évidemment, je parle des concessionnaires automobiles. Allez, je vous propose d'aborder donc la partie suivante, une pression de plus en plus forte. Alors, j'aurais pu titrer cette partie dépression de plus en plus forte. Les choses sont en train de bouger. Alors, moi, j'ai été, et on le voit sur cette première diapo, pour tout vous dire, j'ai été assez surpris par la perception que pouvaient avoir les automobilistes finalement des critiques à l'égard de l'auto. La question qu'on a posée, c'est diriez-vous que les critiques par rapport à l'automobile, notamment sur le plan environnemental, sont justifiées ou non? Vous voyez, 72% en moyenne 15 pays des personnes interrogées nous disent oui, c'est justifié. Voilà, critiquer la voiture sur son impact environnemental, que ce soit pour le réchauffement climatique avec les émissions de CO2 ou sur la pollution locale avec les particules fines, le NOx, etc., c'est normal, c'est justifié, la voiture pollue. Et donc aujourd'hui, voilà, vous avez les 3/4 des gens dans le périmètre de l'étude qui vous disent oui, c'est normal. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez des pays qui sont un petit peu, je ne vais pas dire à contre-courant parce que ce serait excessif, mais qui sont peut-être un peu plus modérés dans cette perception. Ce sont les Allemands et les Français, deux grands pays de l'auto. 55% des Allemands seulement trouvent ces critiques justifiées. Alors c'est quand même une majorité d'Allemands. Et puis vous voyez qu'en France, ce sont 60% des Français. Donc on a dans ces pays, qui sont évidemment des grands pays de l'industrie automobile, avec des grands constructeurs, peut-être une vision qui est un petit peu moins sévère vis-à-vis de l'auto, mais quand même, ce que je retiens, c'est que la pression sociétale sur la voiture, sur l'objet voiture, elle est de plus en plus forte. Autre élément qu'il faut prendre en compte, diriez-vous que l'automobile est plus ou moins critiquée, plus ou moins sévèrement critiquée pour son impact environnemental que d'autres secteurs d'activité, comme l'agriculture, la construction? En gros, est-ce qu'on stigmatise la voiture un peu trop facilement? Est-ce que la voiture fait office de coupable idéal dans le débat public? J'entends. Là, les résultats sont très différents d'une région à l'autre. Alors, il y a vraiment de grands écarts. Moyenne de 15 pays, c'est 44% de gens qui pensent que la voiture est plus critiquée, plus stigmatisée que dans d'autres pays. C'est la réponse des Allemands. Vous voyez en France, une majorité de Français, une courte majorité, mais quand même une majorité de Français disent qu'effectivement, la voiture est plus critiquée que les autres, donc elle est plus stigmatisée. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, les pays d'Europe, effectivement, apportent une vision plus... ou en tout cas, les Européens ont une vision de la chose plus sévère, en tout cas, que les autres pays, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la voiture est plus facilement critiquée que les autres secteurs qui polluent également. Et donc, quelquefois, on
peut même avoir chez certains automobilistes, et on le voit dans les entretiens quali que l'on peut mener, qu'il y a des automobilistes qui sont un peu excédés par rapport à ça et qui se disent, mais au fond, pourquoi serais-je coupable de quoi que ce soit dans la mesure où j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler? Et donc, c'est vrai que voilà, vous avez une majorité de Français qui vous disent, bah oui, la voiture, elle est beaucoup plus critiquée ou beaucoup plus souvent ou beaucoup plus facilement critiquée que d'autres secteurs d'activité. Néanmoins, juste à côté, quand on regarde les véhicules les plus polluants, c'est-à-dire les 4x4, les SUV, les grosses voitures, etc., est-ce que les personnes que l'on a interrogées considèrent qu'elles doivent être plus euh, sévèrement contrôlées, maîtrisées? Est-ce qu'elles doivent faire l'objet de contraintes particulières? La réponse est très largement oui. Hein. Vous voyez, par exemple, limitation maximale d'émissions de CO2, 80%. Donc là, les réponses sont très homogènes. C'est pour ça que je n'ai pas remis pays par pays, c'est beaucoup plus homogène. Et donc, vous voyez que globalement, il n'y a pas de débat. Oui, il faut limiter les émissions de carbone, de CO2, et donc il faut fixer des plafonds. Et donc là, ça fait quasiment l'unanimité. La limitation de la puissance, quand même, plus de 60% des personnes interrogées. Les surtaxes sur les véhicules les plus polluants. Donc, vous voyez que on a quand même beaucoup de mesures, notamment sur les limitations des émissions de CO2 qui sont déjà en vigueur, hein, puisque les règles existent. Les surtaxes, bah, typiquement, on pense à la taxe en fonction du poids du véhicule, qui petit à petit arrive aussi. Voilà. Et puis l'interdiction de rouler en ville également, qui peut remporter un certain succès. Tout cela, évidemment, dépend quand même du lieu d'habitation. Évidemment, quand on n'est pas concerné par ce type de mesures, quand on habite dans des zones périurbaines ou rurales, on n'est pas concerné directement, potentiellement, par ce type de restrictions. Donc, il y a plutôt un avis favorable assez large quand on n'est potentiellement pas impacté par ce type de mesures. Et puis également l'interdiction de la publicité que vous avez en bas. Ensuite, sur le slide suivant, là aussi, moi j'ai été assez surpris, pour tout vous dire, par l'évolution assez rapide de la perception de la place de la voiture dans notre société. Selon vous, la voiture occupe-t-elle une place trop importante ou pas assez importante dans le monde actuel? Voilà, plus de la moitié, 56% des personnes que l'on a interrogées nous disent que la voiture occupe une place trop importante. Voilà. Ça, je trouve que c'est majeur parce que en 2017, on avait fait une étude qui s'appelait Ma voiture bien aimée. On mettait en avant le fait qu'elle était incontournable, etc. Et donc, en l'espace de 4 ans, on voit que les lignes ont bougé. Hein. Il y a 4 ans, 90% des personnes que l'on avait interrogées nous disaient qu'ils avaient une bonne image de la voiture. Une très bonne image ou une bonne image. En tout, ça faisait 90%. Et là, on sent que l'image de la voiture est en train de s'effriter. 56% des gens vous disent, bah oui, la place de la voiture est trop importante, pour les raisons que j'évoquais. Hein. D'abord, elle est très présente dans le débat public. Il y a beaucoup de règles qui sont en train de s'accumuler pour restreindre l'utilisation des voitures ou pour orienter les constructeurs vers des voitures moins impactantes sur le plan environnemental. Donc, il y a une pression sociétale, réglementaire qui est de plus en plus forte et qui finalement se diffuse auprès des citoyens, tout simplement. Alors, vous voyez que la France, là aussi, est un petit peu en retrait, 46%, mais globalement, voilà, on a en moyenne européenne, on est à 51%. Les Allemands aussi sont un peu en retrait, 42%. On retrouve toujours un peu ces pays européens qui sont peut-être plus indulgents vis-à-vis de la voiture. Mais très clairement, on voit bien que la pression se fait de plus en plus forte et c'est frappant de voir à quel point, en quelques années, finalement, la place de la voiture ou l'image de la voiture, eh ben, elle a bougé. Et on peut imaginer que ce n'est pas fini. C'est un mouvement qui démarre, mais qui n'est pas encore terminé. Toujours sur une pression de plus en plus forte, on a posé une question pour savoir, pour essayer d'évaluer le rapport à l'automobile des gens, tout simplement. Donc il y avait des items positifs, amateurs ou passionnés par la voiture, et l'item négatif, c'était peu intéressé ou pas du tout intéressé. Donc voilà, c'est plus ou moins. Alors on va dire, là vous avez 48% des personnes interrogées en Europe qui vous disent moi je suis soit amateur, soit passionné par ma voiture. Mais c'est moins de la moitié. Voilà. Alors que la voiture a pendant très longtemps, l'industrie automobile a surfé finalement sur cette dimension-là, la relation un peu passionnelle avec sa voiture. C'était un achat qui était considéré comme pas toujours rationnel, avec une dimension émotionnelle très forte. On constate quand même qu'elle est en train de perdre du terrain. On avait constaté, mais ça fait 10 ans qu'on l'a constaté, que la voiture avait déjà perdu son côté statutaire, c'est-à-dire qu'on n'achetait plus une voiture pour montrer sa réussite professionnelle, en tout cas dans les pays développés. Je vais modérer un peu mon propos parce que dans les pays émergents où le taux d'équipement des ménages est encore faible, on voit que le moteur ascenseur social, montrer sa réussite professionnelle, acheter une voiture qui est un signe de réussite
professionnels, notamment pour les classes moyennes qui achètent pour la première fois une voiture, c'est un moteur encore important, ce côté statutaire. Mais dans les pays développés, en Europe et en France en particulier, la voiture avait perdu son côté statutaire. Ce qui est nouveau là, c'est qu'on a une relation qui se banalise au fond. Ça devient un objet très utilitariste pour aller d'un point A à un point B, mais on est moins passionné par sa voiture. Et le recul est quand même assez important sur ces dernières années. Encore une fois, c'est un recul qui s'accélère. Alors vous avez des pays où il y a encore une très forte passion automobile. Vous voyez, dans les pays émergents, Brésil, Afrique du Sud, passionnés à moteur, ça résiste très fortement. Mais vous voyez, la France, c'est 50%. Voilà, une personne sur deux vous dit non, moi, la voiture, elle ne m'intéresse pas, ou pas du tout. Et donc, du coup, ça vient illustrer, encore une fois, c'est une autre façon d'illustrer le fait que la pression autour de l'auto se renforce. Alors, si la pression autour de l'auto se renforce, malgré tout, c'est une relation dont on ne peut pas se passer, c'est-à-dire, ou en tout cas, on ne peut pas toujours se passer. Un premier slide sur cette partie-là. Êtes-vous prêt ou non à vivre sans voiture? 55% des personnes interrogées dans le monde nous disent non, pratiquement 6 sur 10, qui ne se voient pas vivre sans voiture. Néanmoins, par rapport à 2017, l'étude que j'évoquais à l'instant, ça recule. On était à 8 sur 10. Donc, vous voyez qu'une majorité de personnes nous disent ne pas pouvoir se passer de voiture, mais cette majorité s'étiole quand même au fil du temps. Et c'est quand même un recul sensible en peu de temps. Voilà. Alors après, quand on regarde les réponses par pays, vous voyez qu'il y a quand même des écarts qui sont assez importants. En France, vous avez 65% des gens qui vous disent non, je ne peux pas me passer de ma voiture. Évidemment, ces réponses sont très étroitement liées au lieu d'habitation. On l'avait montré l'année dernière dans la fracture automobile, l'étude de l'année dernière. Les Français ne vivent pas la voiture de la même façon. Si vous êtes en zone périurbaine rurale, sans mode de transport alternatif à vos côtés, à côté de chez vous, vous n'avez pas le choix, la voiture, elle est juste indispensable. Donc peut-être que son image se dégrade, peut-être qu'on se dit qu'il y a trop de voitures dans le monde, mais je ne peux pas faire autrement, j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, pour faire les courses, pour vivre. Et donc ça s'étiole, mais on ne peut pas encore s'en passer de cette voiture, ou en tout cas, on ne peut pas majoritairement s'en passer. Si on ne peut pas s'en passer, l'utilisation de la voiture, force est de constater qu'elle reste très intensive. Diriez-vous qu'au cours de ces dernières années, l'utilisation de votre voiture a augmenté, n'a ni augmenté ni diminué, ou a diminué? Vous voyez qu'en moyenne européenne, vous avez 52%. La moyenne européenne, elle est oui, non, il y a une erreur sur la moyenne européenne. Je vais prendre la moyenne française, pardon. Vous avez 57% des gens qui vous disent que ça n'a pas bougé. 23% des gens qui vous disent qu'ils ont augmenté l'utilisation de leur voiture, c'est-à-dire qu'ils roulent plus aujourd'hui que 23%, pardon, qui roulent plus aujourd'hui qu'il y a quelques années, et 20% qui vous disent qu'ils roulent moins. Ça veut dire que si on cumule ceux qui déclarent rouler plus et rouler autant, on est à 80% d'automobilistes. Donc encore une fois, ça rejoint la relation dont on ne peut pas se passer. Je ne peux pas vivre sans voiture. 80% des Français aujourd'hui déclarent utiliser au moins autant leur voiture. La diapo suivante, est, je trouve, intéressante parce que si la voiture n'est plus statutaire, si la voiture a une image qui se dégrade, notamment par rapport à son impact environnemental, il y a bien un item sur lequel la voiture n'est pas remise en cause, c'est la liberté qu'elle offre. Voilà. C'est un moyen de transport qui offre une liberté de déplacement incomparable. 90% des gens nous disent oui. Elle est imbattable en fait, c'est-à-dire que c'est vraiment, je pense que ce sera l'atout qui, quoi qu'il arrive, restera par rapport à tous les autres modes de transport, que ce soit en termes de distance parcourue, de temps de trajet, de liberté d'utilisation. La voiture, c'est quand je veux, dès que j'en ai besoin, pour aller très loin si j'en ai besoin, avec une autonomie importante. Et donc la liberté, c'est certainement encore la dimension la plus importante qui reste attachée à l'industrie auto. Alors vous voyez, 47% des personnes qu'on a interrogées nous disent que c'est encore plus vrai depuis le début de la crise sanitaire. Et 43% qui vous disent non, la crise sanitaire n'a rien changé de ce point de vue-là. Par contre, sur l'espace qui me protège de l'extérieur, vous voyez que les lignes ont quand même bien bougé. 76%
des Européens, donc pas des Européens, des automobilistes dans le monde, nous disent qu'ils se sentent protégés à l'intérieur de leur voiture, donc c'est un peu une valeur refuge en quelque sorte. Et 46% d'entre eux, donc parmi ces 76%, nous disent que ça s'est renforcé depuis la crise sanitaire. Évidemment, ce virus qui se propage très facilement a fait peur à beaucoup de gens, et évidemment les transports en commun, la promiscuité qu'il y a dans les transports en commun a certainement fait peur à beaucoup de gens, et par effet miroir, la voiture individuelle, mode de transport individuel, a renforcé finalement ce sentiment d'être protégé, d'être très protégé à l'intérieur de sa voiture. On a mis sur la petite infographie un parapluie, c'est exactement ça, c'est une voiture qui protège du monde extérieur et en particulier du virus, la crise sanitaire. De ce point de vue-là, certainement renforcer cette dimension-là. Pour résumer sur cette partie très rapidement, 85% des gens nous disent qu'ils utilisent leur voiture pour leur déplacement quotidien, ils ne peuvent pas faire autrement. 6 sur 10 ne peuvent pas vivre sans voiture. Les 3/4 se sentent protégés à l'intérieur. Et 9 sur 10 nous disent que la voiture, c'est synonyme de liberté. Et là, pour le coup, vous voyez, c'est comme en 2017, l'item n'a pas évolué par rapport à 2017. Donc, c'est vraiment un élément qui résiste bien, énormément, par rapport aux autres items. Enfin, dernière partie de ma présentation, une union qui se réinvente. Alors, quel sera l'avenir de l'industrie automobile ? Bon, je l'ai dit tout à l'heure un peu en introduction, mais très clairement, on voit que l'électrification des véhicules s'accélère plus vite que prévu. Est-ce que c'est l'avenir de l'industrie automobile ? Certainement. Avant cela, de toute façon, cette union qui se réinvente, elle se réinventera avec moins de place pour la voiture dans les grandes métropoles. On le sait aujourd'hui, on le voit avec plein de réglementations. Et d'ailleurs, l'opinion publique est en train de bouger de ce point de vue-là. Êtes-vous favorable ou opposé à ce que l'aménagement des villes fasse plus de place aux autres modes de transport, et notamment les transports doux, marche, vélo, etc., quitte à pénaliser ou restreindre l'usage de la voiture ? 82% des gens dans le monde, 79% en Europe nous disent oui. En France, 73%, donc là aussi, on est un petit peu en retrait par rapport à la moyenne européenne, mais néanmoins, c'est quand même une très large majorité de l'opinion publique qui, aujourd'hui, se fait petit à petit à cette idée que dans les grandes métropoles, demain, ce sera plus difficile d'utiliser sa voiture qu'aujourd'hui. Donc, les mentalités ou les choses sont en train d'évoluer. Évidemment, en face de ça, si on prend la France, on a les ZFE qui arrivent, qui vont restreindre fortement l'usage des voitures dans les grandes métropoles, avec quand même, évidemment, en arrière-plan, mais vous le savez, la question de l'acceptabilité sociale. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on restreint l'usage des voitures, la question c'est de se dire, mais au fond, qui ne pourra plus rentrer aussi facilement que ça dans les grandes métropoles pour aller travailler ? Vous avez vu tout à l'heure dans le slide que je vous ai montré sur le véhicule d'occasion, les véhicules de plus de 15 ans représentent une part très importante du marché de l'occasion, hein, 1/5 des ventes. Quand on regarde l'âge moyen du parc automobile français aujourd'hui, c'est plus de 10 ans. Il vieillit chaque année. C'est comme l'acheteur d'un véhicule neuf. Lui aussi, chaque année, il prend un petit coup de vieux. Et au fond, on voit bien que le nombre de Françaises et de Français qui roulent dans des voitures très âgées, donc plus polluantes évidemment, est très important. Et donc, la question des ZFE, ce sera l'acceptabilité sociale pour ces personnes-là. Mais ce n'est pas le sujet de l'étude, mais il faut quand même l'avoir en tête, sachant que, évidemment, parmi toutes celles et tous ceux qui répondent dans notre échantillon français, oui, nous sommes favorables à la restriction de l'usage de la voiture dans les grandes métropoles. Si vous laissez de côté ceux qui, dans les grandes métropoles, n'aiment pas la voiture parce qu'ils utilisent déjà d'autres modes de transport, et si vous laissez de côté celles et ceux qui habitent en rural ou en périurbain, évidemment, tous ces gens-là, ils sont favorables parce qu'ils ne sont pas concernés par ces restrictions d'utilisation de la voiture. Voilà, ceux qui seront évidemment les plus concernés sont certainement moins enthousiastes à l'idée de ne plus pouvoir utiliser leur voiture dans ces grandes métropoles. Voilà, et puis bien sûr, toujours pareil, hein, la voiture de demain, elle ne sera plus forcément thermique. On annonce la fin programmée pour 2040 en France, au Royaume-Uni, mais peut-être avant aux Pays-Bas. La réglementation évolue en permanence. Il n'en reste pas moins que la courbe s'envole. Voilà, ce n'est pas l'inversion de la courbe, mais c'est le décollage de la courbe des ventes et du parc électrifié dans le monde. Plus de 4 millions de voitures 100% électriques. Sur les hybrides rechargeables, pratiquement 2 millions. Vous voyez que le décollage est très spectaculaire depuis 5 ans et il s'accélère.
et la tendance est prise et elle va s'accélérer au fil du temps. Je laisse de côté, évidemment, parce que ce n'est pas le sujet de l'étude et on l'avait abordé dans l'étude sur la voiture électrique, les questions environnementales. La voiture électrique, notamment pour les émissions de CO2, en France, le bilan carbone est bien largement est plus favorable à la voiture électrique qu'à la voiture thermique, mais dans les pays où l'électricité est fortement carbonée, la production électrique fortement carbonée, ce bilan est évidemment beaucoup plus mitigé et quelquefois même négatif dans certains pays où l'électricité est produite essentiellement par du charbon. Mais ce n'est pas le sujet, mais il faut quand même l'avoir en tête. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à voir apparaître dans le débat public, je trouve, en tout cas, ça c'est l'observateur du débat public que je suis qui l'a ressenti comme ça, effectivement des interrogations autour de l'impact environnemental de la voiture 100% électrique. Ça commence juste à apparaître, mais aujourd'hui, force est de constater que la voiture électrique est en train de décoller un peu partout en Europe et puis dans le monde, en tout cas quand on regarde le parc roulant. Selon vous, la voiture électrique est-il le bon moyen d'assurer l'avenir du secteur automobile? Est-ce que la voiture électrique, c'est l'avenir? La réponse est oui. Là, c'est très, très significatif. Plus des 3/4 des personnes interrogées, 77% dans le monde, 73% en Europe, 62% en France, toujours un peu plus de prudence en France, en Allemagne et également en Belgique. Mais vous voyez que l'idée que la voiture électrique, c'est l'avenir, ben voilà, tout le monde, enfin, ou la très large majorité des personnes interrogées nous disent oui, c'est l'avenir. En même temps, difficile de penser le contraire quand vous regardez la réglementation qui pousse vers le 100% électrique, quand vous regardez les plans d'aide qui sont mis en place par les gouvernements. Un mot, mais très rapide là-dessus, puisque je n'ai pas le temps, sinon je serai trop long, mais vous retrouverez tout ça dans l'étude qui est ici. Vous pourrez la demander en version papier ou la télécharger sur le site de l'Observatoire CTLM. Vous avez une majorité de gens qui vous disent « Ah mais non, mais les pouvoirs publics n'en font pas assez pour la voiture électrique », y compris en France. Et vous avez la moitié des Français qui ne savent pas qu'il y a des plans d'aide pour la voiture électrique. Ça interpelle un peu, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que ce sont des dispositifs d'aide qui ne sont pas suffisamment connus ou mal connus. Mais au final, quand même, voilà, les gens se disent que la voiture électrique, c'est l'avenir, puisque tout le monde pousse à ce que l'on achète des voitures électriques. Dernier point sur les intentions d'achat. Ce qui me fait dire qu'elles vont continuer de progresser, ces ventes-là, c'est que quand on regarde les réponses des gens qui envisagent d'acheter une voiture au cours des 12 prochains mois, vous voyez que vous avez 17% de ceux qui veulent acheter une voiture qui envisagent d'acheter une voiture 100% électrique, quasiment un cinquième. C'est considérable. C'est considérable. Alors, on ne sera certainement pas à ce niveau-là, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a la dynamique qui est prise. 26% qui nous disent vouloir acheter un véhicule hybride. Vous voyez que le diesel, c'est plus que 14%, l'essence 28%. Donc, les lignes sont en train de bouger très vite, très fort. Je pense aussi, et ce sera certainement le mot de la fin, que la voiture électrique est entrée dans un cercle vertueux en termes de diffusion. C'est-à-dire qu'elle gagne en autonomie d'abord. On voit le succès de certaines marques. On parle beaucoup du succès de Tesla, mais effectivement, Tesla contribue aussi à montrer que la voiture électrique, ça marche et qu'un constructeur qui s'est spécialisé sur le 100% électrique remporte des succès importants. Et puis, le fait qu'il y en ait de plus en plus fait que le bouche à oreille fonctionne aussi. La voiture électrique était très mal connue jusqu'à présent, mais à chaque fois qu'il y a une voiture électrique qui est vendue en plus, en gros, ça fait un ambassadeur de plus parce qu'on sait qu'à l'usage, ceux qui ont une voiture électrique ne sont pas déçus par leur voiture électrique, ils en sont même très contents, ça leur coûte moins cher, ils disent que c'est agréable à conduire, et donc ça fait un ambassadeur de plus, et au fil du temps, vous avez comme ça un espèce de cercle vertueux qui se met en place, un écosystème qui se met en place pour la voiture électrique. Il reste peut-être encore un dernier maillon de la chaîne à compléter, ce sont les bornes de recharge qui sont encore insuffisantes aux yeux des automobilistes, mais globalement, on voit bien que ça s'accélère et que l'accélération va se poursuivre en 2021 et certainement au cours des prochaines années. Voilà pour la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long, 35 minutes. J'avais prévu de faire entre 30 et 35 minutes, donc ça va et ça nous laisse le temps pour les questions éventuelles. Et du coup, Arthur, je te repasse la parole. Merci de votre attention. Merci beaucoup Flavien pour cette présentation exhaustive, bien que comme tu le disais c'était difficile de évidemment s'attarder sur chaque information. Donc je rappelle peut-être pour ceux qui ont leur vidéo en plein écran que vous pouvez poser des questions via le chat à côté de la vidéo quand elle n'est pas en plein écran ou en m'envoyant un email. En attendant, on va peut-être commencer avec une ou deux questions que j'ai effectivement reçues par mail. Donc Flavien, tu as mentionné effectivement donc, un goût toujours plus prononcé pour les transports
doux. Hein. Alors, est-ce qu'on se dirige lentement, mais sûrement peut-être, mais vers une, je sais pas, une sortie de route définitive de la voiture de manière générale, ou est-ce que cet aspect indispensable de la voiture, notamment dans les campagnes, comme tu l'as précisé, va empêcher cette progression et à un moment donné faire un espèce de blocage? Alors, je vais répondre uniquement pour la France, si ça ne vous embête pas, parce que les choses sont très différentes d'un pays à l'autre et que c'est vrai que notre étude elle a un périmètre assez large. Donc, je vais juste répondre pour la France, sauf s'il y a une question particulière pour un autre pays. Mais très clairement, on voit bien que en France, et j'ai parlé des ZFE tout à l'heure, on voit bien que dans ces métropoles qui s'engagent dans cette dynamique de réduire fortement leurs émissions polluantes, et donc de restreindre l'usage de la voiture, on va aller vers une augmentation de la part modale du vélo, de la marche, des transports publics. Et qu'à l'inverse, la part modale de la voiture va continuer de baisser lentement mais sûrement. On voit bien que la crise sanitaire a accéléré un certain nombre de choses. On a parlé d'urbanisme tactique, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas d'urbanisme tactique, c'est-à-dire les pistes cyclables transitoires qui ont été mises en place à l'issue du premier confinement, justement pour favoriser l'utilisation du vélo, puisque beaucoup de gens étaient un peu effrayés à l'idée de reprendre les transports en commun. Cet urbanisme tactique, dans la plupart des cas, va se transformer en piste cyclable définitive. Ça veut dire que les infrastructures dédiées aux autres modes de transport, en particulier le vélo, vont se développer. On voit bien que les ventes de vélos électriques explosent. Donc, je pense qu'effectivement, la crise joue un rôle d'accélérateur de tendance. C'est vrai pour la mobilité, c'est vrai pour plein d'autres secteurs, voilà, le numérique, etc. Mais en tout cas, pour la mobilité, c'est un accélérateur de tendance. La question, mais c'est un autre sujet, mais il ne faut pas me lancer là-dessus parce que c'est un sujet qui me passionne aussi, c'est quand même de savoir si l'impact de la crise sur les finances, notamment des organismes qui organisent le transport public dans chaque métropole, avec moins de versements de transport, et moins de recettes au guichet, va impacter leur capacité d'investissement au cours des années qui viennent, parce qu'à chaque fois, ce sont beaucoup de millions d'euros qui sont mis sur la table pour augmenter ces infrastructures. Et effectivement, la crise, elle est passée par là, et ça affecte les ressources de ces organismes-là. Merci beaucoup Flavien. C'est effectivement un sujet qu'on a retrouvé dans plusieurs questions. Ici, j'en lis une autre qui est un peu liée à cette thématique. Donc, partager entre, évidemment, l'amour pour la voiture que tu as mentionné, la nécessité pour se déplacer, mais en même temps, effectivement, la voiture a une assez mauvaise image, surtout par les temps qui courent, j'ai envie de dire. En parallèle, on veut des transports doux en ville. Alors, peut-on imaginer un monde vraiment où ces deux usages seraient radicalement séparés, hein, donc entre la ville et la campagne. Et alors, voilà, donc avec peut-être grâce à l'électrique ou l'hybride. Je continue de lire la question. Oui, enfin, complètement séparés. Non, clairement, l'usage de la voiture dans les métropoles, dans les grandes villes, va diminuer. Il y aura moins de voitures qui circuleront. À terme, c'est la tendance qui est prise. Ce seront des voitures qui n'émettront plus ou quasiment plus de polluants locaux. Voilà, la voiture électrique, elle n'émet rien au moment de son utilisation. Donc, on va avoir un partage de l'espace public qui sera différent et une mobilité qui sera différente. Après, il y aura toujours des voitures parce qu'il y a toujours de la livraison, il y a toujours de la logistique, il y a des gens qui n'habitent pas dans les centres-villes et qui viennent travailler dans les centres-villes. Donc, il y aura toujours des voitures, mais il y aura moins de voitures, très clairement. Et à l'inverse, dans les zones périurbaines et rurales, la question ne se pose même pas. Ce qu'on avait montré dans l'étude de l'année dernière, très rapidement, c'est qu'en fait, on avait deux France qui ne se comprenaient pas. D'un côté, une France des métropoles où on va travailler à vélo et on voit la voiture comme un objet polluant, dangereux qui peut vous écraser, bref, un ennemi dont il faut se débarrasser. Et à l'inverse, une autre France pour qui la voiture, ça permet juste d'aller travailler, de faire ses courses, de vivre. Et que c'est une voiture qui est perçue comme étant un outil de liberté incroyable. Et ces deux France, quelquefois, ne se comprennent pas quand on parle de la voiture. Donc non, il y aura toujours des voitures, évidemment, dans les villes. Merci Flavien. Alors, on me signale dans l'oreillette une phrase que j'ai toujours rêvé de dire, effectivement, donc on est à 80 personnes qui nous suivent depuis le début de la conférence. Donc, encore une fois, merci à tous d'être présents. On va continuer avec les autres questions qui ont été transmises, notamment via le chat. Je termine d'abord avec une question transmise par email. Alors, on nous demande, voilà, est-ce qu'il y a une raison particulière sur le fait que l'Observatoire CTLM n'ait pas encore sondé, justement, voilà, sur les nouveaux usages, notamment les usages partagés de l'automobile? Est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage effectivement de sonder à l'avenir?
On l'a fait par le passé. L'étude de 2014, on avait mis la voiture transport en commun du futur, où effectivement on mettait en avant le fait que la voiture était de plus en plus partagée, qu'avec le covoiturage, on faisait monter plus de monde à bord des voitures. Alors évidemment, avec le Covid, le covoiturage souffre beaucoup, mais que cette voiture qui était par excellence le mode de transport individuel, une façon de se réinventer aussi, et encore une fois, on l'a dit il y a maintenant plusieurs années. La voiture transport en commun du futur, je pense que c'est plus que jamais d'actualité. Merci Flavien. Je continue les questions parce qu'il y en a plusieurs qui arrivent en cascade. Alors, avez-vous une visibilité par constructeur de ceux qui sont le plus impactés par l'image de moins en moins positive de l'automobile? Oui, mais on n'a pas forcément envie de diffuser tout ça. C'est-à-dire que oui, on regarde un peu quels sont les constructeurs effectivement qui peuvent qui peuvent être plus impactés, mais ce ne sont pas les données qu'on rend publiques parce que c'est pas l'objectif, c'est pas de dire ah, regardez tel constructeur s'en sort mieux que d'autres. Et puis d'ailleurs, on n'avait même pas posé tellement la question comme ça, puisque en fait, pour tout vous dire, dans les questions qu'on pose et les filtres que l'on met en place avec Araïs Interactive, on sait quelles sont les voitures que possèdent les gens. Donc on peut faire des croisements, mais c'est pas l'objet de l'étude. Entendu Flavien, merci beaucoup. Je continue. Alors, donc, l'effet d'aubaine avec les aides à l'achat sera-t-il un moteur durable à l'essor de la voiture électrique? Les subventions ne pourront pas durer éternellement. Non, elles ne pourront pas durer éternellement, c'est sûr. D'ailleurs, ça permet de rappeler qu'aujourd'hui, la voiture électrique est incapable de rouler toute seule, si je puis dire. Sans les aides publiques, pas de vente de voitures 100% électriques. Donc c'est une voiture qui est très très largement subventionnée par le contribuable depuis très longtemps. Et que si on enlève les petites roulettes de la subvention publique, il n'y a plus de voitures électriques ou on n'en vend plus. Bon. Et évidemment, la question qui se pose, c'est de se dire, mais au fond, au fur et à mesure que les ventes vont progresser, est-ce que l'État pourra continuer à subventionner massivement ces voitures-là? La réponse est non, parce que ça va coûter très cher et qu'au fil du temps, les bonus vont se réduire. C'est une évidence, c'est incontournable. Et à terme, se posera aussi la question de l'avenir de l'ex-TIPP. Alors je dis toujours TIPP parce que je trouve que c'est joli, taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, mais évidemment la taxe sur les carburants qui rapporte beaucoup d'argent à l'État. Si demain on a un parc électrique qui est fortement électrifié, un parc automobile pardon, qui est fortement électrifié, se posera la question de ses recettes. C'est trop tôt aujourd'hui parce que ça pèse rien dans le parc automobile français, mais on voit qu'il y a certains pays déjà qui s'interrogent sur ce sujet-là. Ce sera l'étape d'après. Merci beaucoup Flavien. Alors on a encore une petite question dans le chat, je rassure tout le monde, j'ai reçu d'autres questions par mail, je les poserai juste après, qui étaient du coup en rapport avec la question d'avant, je ne l'avais pas encore lu. Donc en parlant des voitures partagées, donc retour sur ce dont on discutait juste avant, avez-vous noté une progression effective au-delà des startups qui se positionnent? Non, pour l'instant ça reste un phénomène assez marginal. Le covoiturage interurbain fonctionne bien, a bien fonctionné. Je laisse la crise Covid de côté parce qu'évidemment, ça a beaucoup impacté le covoiturage interurbain. L'intraurbain fonctionne moins et l'autopartage, ça reste des niches en quelque sorte. Hein. Mettre sa voiture en location de particulier à particulier, par exemple, ça reste des niches de marché. C'est pas ça qui va révolutionner la mobilité tout seul, si je puis dire. La mobilité de demain, elle sera multimodal, vraiment multimodal. Et donc, on aura une multitude de possibilités de mobilité, mais on voit bien que ce n'est pas l'autopartage, par exemple, qui va demain prendre le pas sur les transports publics, par exemple. Entendu, merci beaucoup. Je continue, encore 2-3 questions. Donc, le recul de la perception positive de la voiture et la baisse de la part des particuliers dans les achats de véhicules neufs, n'aurait-il pas un lien? La voiture neuve, moderne, devenant un objet de plus en plus cher, donc inaccessible. Ah, oui, alors ça, c'est très clair. Hein, le prix de vente des voitures, le prix moyen des voitures neuves en France, c'est autour de 25 000 euros. C'est très, très cher par rapport au revenu médian des Français. Ce qui veut dire que acheter une voiture neuve qui répond à tous les standards
en matière de pollution, par exemple, puisqu'on souhaite que les gens roulent dans les voitures les plus récentes possibles, ça devient quasiment inaccessible. Et en tout cas, c'est inaccessible pour beaucoup de Françaises et de Français, et en particulier les jeunes. Et c'est pour ça que les gens se tournent massivement vers le marché de l'occasion. Ce n'est pas qu'ils se disent « Ah non, je n'ai pas envie d'avoir une voiture neuve », c'est que financièrement, c'est inaccessible. Et ça pose d'ailleurs la question, et c'est un autre sujet, des contraintes environnementales qui font que, oui, pour dépolluer les voitures, répondre aux exigences environnementales, il faut mettre des équipements, etc., qui coûtent très cher, qui tirent les prix de vente vers le haut, mais qui sortent du marché, finalement, bon nombre d'acheteurs qui, du coup, se tournent vers le marché de l'occasion et donc des voitures plus polluantes. Donc, c'est une vraie question, mais oui, très clairement, le prix de vente des voitures neuves est un sujet majeur. Entendu, Flavien, merci beaucoup. Encore une question un peu longue. Donc, au vu des lignes bougeant très vite et très fort, entre guillemets, comme vient de le dire M. Neuvy, que peut-on prédire des investissements à venir par les constructeurs ? Ces dernières années, on a longtemps dit que l'avenir serait hybride, mais ces 6 à 8 derniers mois semblent donner une telle impulsion à l'électrique qu'on peut se demander si l'électrique ne va pas rafler les investissements, peut-être au détriment d'autres modes de propulsion, l'hydrogène notamment. Volkswagen donne souvent le ton et vient d'annoncer des dizaines de milliards d'euros investis dans le 100% électrique. Est-ce que la messe est dite ? C'est très compliqué de répondre à cette question pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les politiques publiques sont quand même assez volatiles. Je rappelle, mais en 2 secondes, qu'il y a 12 ans, au moment du Grenelle de l'environnement, l'État français, à l'époque, avait dit qu'il faut acheter des voitures qui émettent peu de CO2, il faut inciter les Français à le faire, donc on met un bonus écologique à chaque fois que les gens achèteront une voiture qui émet peu de CO2, donc des voitures diesel. Donc il y a 12 ans, l'État français donnait de l'argent pour que les gens achètent du diesel, donnant un signal fort en disant aux Français le diesel c'est l'avenir et en disant aux constructeurs c'est le diesel l'avenir. Bon, voilà, donc c'était pas il y a 50 ans. Et en l'espace d'une dizaine d'années, les constructeurs sont obligés de faire volte-face. Alors c'est compliqué parce que l'industrie auto, c'est pas une start-up, ce ne sont pas des start-up, ce sont des usines, c'est une industrie lourde avec beaucoup de capitaux à la clé, beaucoup de recherche et développement, et donc l'adaptation dans un laps de temps si court est très fort. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que les politiques publiques étant volatiles, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir. Tout à l'heure, j'ai évoqué le sujet de la voiture électrique et de son impact environnemental. Je ne sais pas comment évoluera le débat autour de ça, mais en tout cas, voilà, c'est un peu un point d'interrogation. Après, le deuxième point d'interrogation, c'est que si l'Europe fait le choix du 100% électrique, avec la Chine aussi, qui y a un intérêt tout à fait particulier, avec notamment la maîtrise de beaucoup de métaux rares, d'autres pays ne le font pas, ou d'autres zones ne le font pas encore. Les États-Unis n'ont pas fait complètement ce choix-là, même si les lignes bougent aussi. Ce qui veut dire que les constructeurs auront du mal, ou ne pourront pas, je pense, financièrement continuer à investir massivement dans le moteur thermique pour assurer le moteur thermique des années 2030 et 2040 et en même temps investir massivement dans le 100% électrique. Donc les constructeurs européens, à mon avis, et à l'image de Volkswagen, comme ça a été dit dans la question, vont investir massivement dans le 100% électrique parce que ça leur permet d'être présents en Chine et en Europe. Et après, est-ce que ce sera possible d'être présent sur tous les marchés du monde ? L'année dernière, dans la fracture automobile, j'avais expliqué aussi que la fracture automobile, elle pouvait se jouer du côté des constructeurs avec des choix de constructeurs qui renoncent à certaines zones géographiques parce que n'ayant plus la capacité de répondre aux exigences réglementaires et ne pouvant pas investir dans toutes les motorisations. Donc je pense effectivement qu'en Europe, la voie de l'électrique est quand même très fortement dégagée, mais que du coup, ce sera difficile de continuer à développer les moteurs thermiques pour les autres zones géographiques. Merci beaucoup Flavien. On est à 50 minutes, c'était plus ou moins la durée estimée de la conférence. On a encore 2 petites questions auxquelles tu vas pouvoir répondre. Première question en 2 volets, même si le premier est très court. Donc, a-t-on une projection des données par classe d'âge ? Tu corrigeras et tu préciseras, mais il me semble que oui. Et ensuite, quid de l'impact de la voiture autonome, notamment pour se substituer à l'offre insuffisante des transports en commun, notamment des tramways ? Alors, par tranche d'âge, oui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que si certains d'entre vous ont des questions complémentaires, supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter via Arthur ou directement. Je répondrai à toutes les questions. Je suis très disponible toute la journée. Ça, c'est le premier point. Et donc, s'il y a besoin de données complémentaires, on vous les donnera aussi. Oui, et notamment pour les tri. Sur l'âge ou sur oui, les régions. Oui. Oui, effectivement. Tout à fait. Et puis après, la deuxième question, Arthur, du coup, c'était concernant... Ah oui, la voiture autonome. Ça y est. La voiture autonome, la voiture autonome, elle prendra sa place aussi dans la mobilité, notamment, encore une fois, dans les grands centres urbains. Elle viendra en complément des transports publics. Alors, la voiture full autonome en toutes circonstances, tout lieu, tout temps et toutes conditions de circulation, on n'y est pas encore. Mais très clairement, elle viendra prendre une part modale dans les déplacements du quotidien. Et ça dépendra aussi, pour beaucoup, je pense, de l'impulsion que donneront les États
notamment en matière de réglementation, de savoir s'il y a des États effectivement qui ont envie d'aller un peu plus vite, des zones géographiques, des pays qui ont envie d'aller un peu plus vite pour faciliter les expérimentations. Voilà, je crois que c'est absolument nécessaire si on veut faire en sorte que cette voiture autonome vienne apporter un plus. Notamment, il peut y avoir plein d'applications, mais on pourrait par exemple évoquer le maintien à domicile, et notamment dans des zones rurales, des personnes qui ne peuvent plus conduire, qui n'ont plus l'âge de conduire, mais qui pourraient bénéficier d'une voiture autonome. Tout ça, ça semble être un peu de la science-fiction, mais c'est sûr que la voiture autonome prendra sa place dans la mobilité quotidienne des gens. Il faut lui laisser un peu de temps et surtout un peu d'expérimentation. Entendu, merci beaucoup Flavien. On a une ou deux questions additionnelles qui sont apparues, on va vite les poser. Donc celle dont je parlais tout à l'heure, l'explosion du coût moyen du kilomètre électrique n'est-elle pas un frein à l'expansion massive, donc populaire, du véhicule électrique? De même pour la modération des aides gouvernementales prévisibles. Enfin, quid de la faiblesse dramatique du réseau de bornes en France? Je pense que tu l'as évoqué, notamment si tu peux apporter une précision à cette question. En fait, la voiture électrique, ses avantages comparatifs dépendent des prix du pétrole. C'est-à-dire que si je fais cette hypothèse, c'est qu'une hypothèse, c'est juste pour illustrer mon propos, ce n'est pas une prévision, mais c'est une hypothèse. Imaginons que la crise sanitaire soit maîtrisée un peu plus vite que prévu au cours du premier semestre 2021, que la croissance économique mondiale reparte fortement de l'avant, ce qui est quand même l'hypothèse la plus probable. C'est-à-dire qu'une fois que la crise sanitaire sera derrière nous, on peut penser qu'il y aura une reprise de la croissance au niveau mondial qui sera soutenue, donc une demande de pétrole qui va augmenter. Demande de pétrole qui augmente, ça veut dire des prix du baril qui augmentent. Imaginons que les prix du baril remontent à 85-100 $. Voilà, au moment de la crise des Gilets jaunes, le baril de pétrole était à 85 $. Évidemment, d'un point de vue comparatif, la voiture électrique devient ultra compétitive sur les coûts à l'usage, parce que le 100 km électrique est éminemment moins cher que le 100 km thermique, et donc ça renforcera la compétitivité de la voiture électrique. Donc je crois que l'aléa principal sur le coût au kilomètre de la voiture électrique, c'est sa comparaison, ou la comparaison qu'on peut faire avec le 100 km thermique. Évidemment, l'aléa négatif, si je puis dire, ou l'incertitude, c'est sur les aides gouvernementales. Parce que si demain, au lieu d'avoir des milliers d'euros, on se retrouve avec un bonus écologique qui est très réduit, la voiture électrique, aujourd'hui, elle est encore beaucoup plus chère que son équivalent thermique. Donc ça veut dire qu'évidemment, ça pourra potentiellement nuire aux ventes de voitures électriques. Enfin, dernier point sur les bornes de recharge. Pour moi, je pense que c'est vraiment le dernier, tout à l'heure je disais, le dernier maillon manquant de la chaîne de la voiture électrique. Et ce n'est pas un maillon qui va être résolu rapidement. Parce que malgré les déclarations sur le sujet, très, très volontaristes, des dizaines de milliers de bornes, aujourd'hui on en a 30 000, on va en faire 100 000 à horizon, je ne sais pas combien de temps, un an. En 2008, au moment du bonus écologique, la voiture électrique était ciblée comme étant prioritaire. Également en 2012, avec un plan, à l'époque c'était Arnaud Montebourg qui était ministre du redressement productif, qui avait lancé un plan de relance pour l'industrie auto et en particulier fléché sur la voiture électrique. Et à l'époque déjà, on disait les bornes c'est stratégique. Donc vous voyez, le temps passe, les choses évoluent, il y en a plus, mais il n'y en a pas suffisamment. Et l'accélération, à mon avis, n'est pas assez rapide. Donc je pense qu'on va mettre encore beaucoup d'années pour avoir un réseau assez dense de bornes de recharge. La vraie question, au fond, pourquoi ça n'avance pas, mais c'est une analyse très personnelle, donc voilà, mais je vous dis ce que j'en pense, c'est qu'à un moment donné, la question, c'est qui paye, voilà, et que tout le monde se renvoie un peu la balle. C'est pas à moi de payer, etc. Tout le monde se renvoie la balle de qui paye les bornes, et c'est pour ça que ça avance peut-être pas très vite. Merci beaucoup Flavien. Alors on a eu encore une question sur le chat sur l'avènement de la voiture autonome. Je pense qu'elle est arrivée avant qu'on en parle effectivement, au cas où vous nous recontacterez par la suite. Et alors une question qui nous est encore parvenue par mail, au regard de la dégradation du regard des citoyens sur l'automobile et du fait que ce ne sont pas eux qui sont les acheteurs principaux des véhicules neufs, pensez-vous que la politique des entreprises évoluera rapidement ? Des entreprises qui achètent des voitures pour leurs collaborateurs, si je comprends bien la question. Il me semble que c'est de ça qu'on parle. D'accord. Ok, d'accord. Donc si c'est ça, en fait, les entreprises bougent. C'est-à-dire que les entreprises, elles essayent de verdir leur parc auto. On le voit avec là les loueurs longue durée. Tout à l'heure, j'ai parlé des loueurs courte durée qui étaient fortement impactés, qui n'achetaient plus de voitures ou plus beaucoup de voitures neuves. Mais les loueurs longue durée qui donc louent des flottes automobiles à de grandes entreprises sont en train de verdir beaucoup leur parc automobile parce que justement, ce sont des exigences qui sont de plus en plus fortes de la part des entreprises qui, elles aussi, pas toutes, mais quand même, petit à petit, s'engagent vers la réduction de leurs émissions carbone. Elles font leur bilan carbone, elles essaient
d'arriver, elle se fixe des objectifs en termes de neutralité carbone. Et donc, quand vous êtes une entreprise avec un parc roulant important, si vous voulez réduire votre impact environnemental en matière d'émissions carbone, vous êtes obligé de vous intéresser aux voitures qui roulent tous les jours pour le compte de votre entreprise. Donc oui, je pense que là, les entreprises, elles aussi, vont apporter une contribution importante à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du parc automobile français et même européen. Merci beaucoup Flavien. Une toute dernière question. Une toute dernière question que je vais te lire. Question supplémentaire. Voilà, une étude sur les nouveaux modèles de financement. Une étude sur les nouveaux modèles de financement est-elle envisagée pour l'achat? On se souvient par exemple que si on se déclare conducteur Blablacar, on pouvait faire entrer ce type de revenu dans l'achat. Non, en fait, on fait pas d'études, j'aurais dû le dire aussi en introduction, c'est-à-dire que nos études à l'Observatoire CTLM, on observe les tendances de consommation, l'évolution de la mobilité, la relation à la voiture, mais on évite de parler du financement, on évite de parler de nous. L'objectif, c'est pas de parler de notre métier et d'expliquer ce qu'est notre métier ou comment on le fait. Il y a d'autres supports pour ça, on le fait par ailleurs, mais c'est pas l'objectif de l'Observatoire CTLM. Donc c'est vrai qu'on n'aborde pas le sujet du financement en tant que tel. Ce que je peux dire simplement, parce que je ne cherche pas à m'échapper de la question, mais c'est simplement que en fait, les modes d'acquisition d'une voiture neuve ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment aux particuliers, avec une explosion, je dis bien une explosion, de la LOA, ce qui était complètement inattendu. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, et notamment en France, les automobilistes acceptent d'être de simples locataires de leur voiture pendant la durée du contrat de LOA, avec l'option d'achat à la fin qu'ils exercent ou pas. D'ailleurs, la plupart du temps, ils n'exercent pas l'option d'achat, c'est-à-dire qu'ils rendent leur voiture et ils repartent avec un autre véhicule et une nouvelle LOA. Mais globalement, on voit bien que là aussi, les choses ont évolué et que ce qui paraissait impensable il y a 20 ans, moi je m'en souviens, il y a 20 ans, quand le CTLM a lancé pour la première fois une location avec option d'achat aux particuliers, ça s'appelait Switch and Go, voilà, si on refait un peu l'histoire. Mais moi, je n'y croyais pas. À l'époque, j'étais sur le réseau. Je dis, mais jamais les automobilistes accepteront d'être simples locataires de leur voiture. Ils veulent être propriétaires avec leur nom sur leur carte grise. Et ça a complètement volé en éclats. Aujourd'hui, les gens se fichent un peu de savoir quel est le nom du propriétaire sur la carte grise. Ce qui compte, c'est la voiture dans laquelle ils sont et l'usage qu'ils en font. Merci beaucoup Flavien. Je vais rajouter une dernière question. C'est la dernière, Arthur. Ouais, celle-ci, je te promets que c'est la dernière, mais on nous dit effectivement, je l'avais skippé dans la liste des questions sur le chat et je m'en excuse. Il y en a plusieurs qui sont arrivées au même moment. Donc la voici. Comment expliquer le paradoxe entre le souhait de nouvelles contraintes pour le SUV et 4x4 et l'augmentation des ventes de ces véhicules? Oui, alors ça paraît effectivement assez paradoxal, c'est-à-dire que globalement, vous avez vu, très large majorité des gens disent bah oui, il faut absolument pénaliser ce type de véhicule, ou en tout cas ils sont plus impactants sur le plan environnemental, donc c'est normal qu'ils soient plus réglementés en quelque sorte, alors que dans le même temps, on a beaucoup de gens qui en achètent, puisqu'en France, ça représente quasiment 40% des IMAT. D'abord, il y a plusieurs choses, c'est que en fait, derrière le terme crossover SUV, on met quand même beaucoup de choses, et quelquefois, il y a des petits crossovers, des petits SUV. Et dans l'esprit des automobilistes, ils ne sont pas dans la liste des véhicules qu'on a listés tout à l'heure, en mettant en gros 4x4, SUV, voitures de luxe. Donc déjà, le premier truc, c'est que sur les 40% d'acheteurs de crossover et de SUV, il y en a quand même une bonne partie qui ne se sentent pas directement concernés par ça. Et puis après, il y a aussi le fait que, comme on en a beaucoup parlé dans le débat public, parce que voilà, la taxe au poids, il y a eu la Convention citoyenne hier, enfin il y a eu encore une nouvelle réunion avec le président de la République, c'est encore revenu sur la table, petit à petit ça infuse dans l'opinion publique. Voilà que ces voitures, elles sont plus lourdes, donc elles polluent plus, et que donc du coup il faut qu'elles aient un traitement particulier. Après, encore une fois, c'est l'acceptabilité sociale, notamment pour les familles nombreuses, parce que parmi celles et ceux qui ont ce type de véhicule, il y en a beaucoup qui ont des familles, puisque ça a remplacé quasiment le segment des monospaces familiaux, et que donc du coup derrière c'est l'acceptabilité sociale. Mais il y a quand même une part importante de gens qui ont des crossovers et des SUV qui ne sont pas directement concernés par la question qu'on a posée tout à l'heure. Merci beaucoup Flavien Neuvy, c'était la dernière question effectivement cette fois-ci. Donc merci à tous, hein, si on a un petit peu dépassé, on est tout petit peu au-dessus de l'heure de conférence, c'est évidemment grâce à vos nombreuses questions et vos participations. Donc merci à tous. Pour information, le communiqué de presse sera diffusé, vous sera envoyé très rapidement maintenant. Et bien évidemment, Flavien, comme il l'a précisé tout à l'heure, et moi-même, nous tenons disponibles en cas de questions éventuelles ou de sollicitations. Voilà, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.